Nous allons travailler aujourd'hui sur la manière dont il faut s'y prendre pour faire le commentaire d'un récit en littérature d'idées. Allez, c'est parti. Tout d'abord, n'oublions pas que ce type de texte combine les ressources du récit et le développement des idées, c'est-à-dire de l'argumentation. Il faut donc, dans un premier temps, étudier toutes les ressources du récit et, dans un deuxième temps, comprendre comment les idées sont défendues par l'auteur ou le narrateur. Comme il s'agit d'un récit, nous avons donc affaire à de l'argumentation indirecte, puisque l'auteur utilise le masque de la fiction, et que les idées développées sont celles du narrateur ou bien des personnages. Les jeux et les ils qui sont utilisés sont pour désigner les personnages et non l'auteur lui-même. En argumentation indirecte, les textes les plus courants que nous trouvons sont ce que nous appelons des apologues, c'est-à-dire des récits courts qui servent à divertir, mais qui ont également une morale qui permettent de remplir la deuxième fonction de la littérature, c'est-à-dire enseigner. Ce sont des récits avec des personnages simples et peu développés, qui présentent une histoire elle-même simple, qui suit le schéma narratif, et il y a la présence d'une morale. Ces apologues peuvent être des fables, des contes philosophiques, des paraboles ou des utopies. Quand nous étudions un texte en argumentation indirecte, il faut d'abord s'intéresser à tous les éléments relatifs au récit, et notamment aux personnages, et surtout à la manière dont ils sont désignés, par les noms propres, les périphrases ou les pronoms personnels. Ils sont souvent simples et donc réduits à une fonction ou à un statut, mais il est intéressant de se demander ce que nous savons sur eux, et surtout, qu'est-ce qui est mis en valeur dans le court portrait que nous avons d'eux. Ensuite, comme nous avons affaire à un récit, il faut s'interroger sur le temps des verbes. En effet, dans un récit, c'est le système des temps du récit qui est mis en place, c'est-à-dire que nous trouvons du passé simple ou du passé composé en alternance avec de l'imparfait, ce qui va permettre de définir des passages de description qui seront souvent assez courts, surtout dans un apologue, et des passages de narration où se passent les actions. Il est également très intéressant et très important de s'intéresser aux autres temps, et notamment au présent. Le présent va pouvoir être un présent d'énonciation dans les dialogues, un présent de narration quand il est utilisé à la place du passé simple ou du passé composé, et un présent de vérité générale qui est souvent utilisé dans la morale. Deuxième étape, il faut s'intéresser bien sûr aux idées défendues dans le texte, puisque nous avons affaire à un récit de littérature d'idées. Il faut pour cela observer attentivement les champs lexicaux, ceux surtout qui ne permettent pas de décrire ni le décor ni les personnages, puis s'intéresser à tous les éléments qui vont permettre de mettre en valeur ces idées défendues. Quand nous étudions donc un texte en argumentation indirecte, il faut donc également s'intéresser aux éléments relatifs aux idées. Tout d'abord en se demandant qui porte telle ou telle idée dans le texte, quel est le personnage qui a telle idée, qui la défend. Ces idées sont-elles défendues dans un dialogue, dans un discours, à travers les actions des personnages? Y a-t-il des modalisateurs ou du vocabulaire appréciatif? Enfin, il est évident qu'il faudra étudier la morale avec précision, et notamment essayer de repérer si le narrateur parle en son nom, et surtout quelle est la place de cette morale dans le récit. Est-elle au début ou à la fin? En réalité, quand nous devons faire le commentaire de ce type de texte, la problématique est relativement facile à trouver, puisqu'il s'agit de combiner la partie récit et la partie argumentation. Et généralement, on se demande comment le récit est-il mis au service du développement des idées? Ou comment le narrateur va-t-il exploiter ces ressources du récit, par exemple le dynamisme du dialogue, ou des actions grâce au passé simple, pour justement dénoncer certaines idées particulières qu'il faudra bien sûr trouver. Étudions très rapidement un exemple avec la fable de La Fontaine, le loup et l'agneau. Dans ce texte, nous observons qu'il y a deux personnages, un agneau, qui est uniquement décrit par le fait qu'il est très jeune, et un loup, qui est signalé par plusieurs expressions permettant de mettre en valeur son côté querelleur, avec cherchette aventure, animal plein de rage, ou encore bête cruelle. L'expression Votre Majesté utilisée par l'agneau montre également la puissance du loup par rapport à l'agneau, et donc la disproportion des forces
qui s'établit entre les deux personnages. Nous pouvons observer que nous avons un premier verbe à l'imparfait, désaltéré, qui permet de marquer une action d'arrière-plan. Il s'agit probablement de la situation initiale, puis un verbe au présent qui annonce l'arrivée du loup, puis plusieurs verbes, dont certains au présent, au futur ou au subjonctif, qui sont en fait à l'intérieur du dialogue et donc qui sont des temps du discours. À la fin du texte, nous retrouvons l'emporte et puis le mange, de nouveau des verbes au présent qui sont en fait des présents de narration permettant de conclure l'histoire de façon dynamique. Nous observons que cette fable est occupée en grande partie par un dialogue entre le loup et l'agneau et que la morale est au tout début du texte. Cette morale, la raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure, nous annonce que la fable illustre donc l'idée de la raison du plus fort. Cette morale place le texte sous le signe de la justice, comme le montre le champ lexical qui est employé tout au long du texte, notamment par le loup, avec châtier de ta témérité, ou encore l'idée de venger, et en expression sans autre forme de procès. En réalité, toute la fable consiste pour le loup à accuser l'agneau de différents péchés, troubler mon breuvage, tu m'as dit l'an passé, si ce n'est pas toi c'est donc ton frère, ou c'est quelqu'un des tiens, qui ne souffre aucune contradiction, puisque quel que soit le discours tenu par l'agneau, il n'a aucune chance de se défendre. En réalité, nous pouvons constater que dans ce texte, les idées défendues sont l'idée de force, royauté ou justice, que la morale est au début du texte, qu'avec le nous, il y a la voix du narrateur qui s'exprime, nous l'allons montrer tout à l'heure. Nous pouvons montrer que nous avons affaire à une argumentation indirecte. Les idées sont illustrées par une histoire, il s'agit donc bien d'un apologue, comme c'est le cas pour toutes les fables. Nous avons deux personnages, l'agneau et le loup, un agneau faible et le loup qui est surtout désigné par des expressions signalant sa cruauté. Nous voyons que le récit est rapide, nous pouvons donc nous demander comment le narrateur utilise-t-il les ressources du récit pour dénoncer l'arbitraire de la justice. Autre problématique possible, comment est mise en scène l'injustice des puissants à travers les personnages du loup et de l'agneau. Le plan sera ensuite à adapter en fonction de la problématique choisie, mais il sera relativement simple de montrer que d'un côté le récit est particulièrement dynamique, qu'il est accrocheur pour le lecteur, et qu'il permet donc de le divertir, et que d'un autre côté, il permet également de lui enseigner à travers l'histoire l'idée de l'arbitraire de la justice ou de l'injustice des puissants. Si vous avez tout compris, vous pouvez aller voir d'autres vidéos de méthode. Allez, à bientôt!